avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Avec AS Sport, votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM. Chaque mardi, 18h-19h, c'est le retour depuis la semaine dernière. Toujours mon équipe de chroniqueurs qui cette fois est au complet. Elle est de retour après quelques semaines d'absence où elle est allée rendre service à notre beau pays. Merci pour ce que tu as fait. Salut Virginie. Salut tout le monde, bonjour. Alors lui, il a rendu service à personne, à part à moi-même, parce qu'il me dépanne bien quand même. Heureusement qu'il est avec moi. C'est Fabrice Connor. Salut Fabrice. Salut Olivier, bonsoir à tous. Et puis vous le savez, depuis la semaine dernière, nous avons reformé un peu l'émission. 2 invités au téléphone. Aujourd'hui, nous aurons un invité de l'Allier et un invité du Puy-de-Dôme. On va commencer avec l'Allier. On va parler football avec notre invité de l'Académie sportive de Moulins. C'est Michael Margotta. Salut Michael. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors Michael, commence déjà par te présenter. Quel est ton rôle au sein de l'Académie de Moulins ? Alors, jusqu'au 1er mars 2020, j'étais coach, donc entraîneur de l'équipe première, qui évoluait en R1, Régional 1. Voilà, ça faisait 4 ans exactement que j'avais ce rôle-là, que je tenais ce rôle-là. Et depuis le 1er mars, voilà, j'ai démissionné puisque au niveau professionnel et au niveau perso, au niveau familial particulièrement, ça devenait difficile de tout cumuler. Donc on avait fait le choix au club de faire la transition pour l'année prochaine, pour la saison prochaine, d'instaurer un nouveau coach qui était mon adjoint depuis le début de saison. Donc jusqu'au 1er mars, j'étais coach. Et depuis, je tiens un rôle un petit peu j'accompagne un petit peu justement pour l'intersaison sur le recrutement et sur l'organigramme de la saison prochaine. J'accompagne les éducateurs du club. Voilà. On peut parler un peu d'un rôle de manager général, c'est un peu ça ? On peut dire ça, voilà. J'aime pas trop utiliser ce terme parce que ça fait un petit peu un petit peu professionnel, et nous, dans notre structure, on en est loin, mais c'est un rôle, on va dire entre guillemets, c'est de manager général, on peut dire ça, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous faire le point sur les résultats de l'Académie de Moulins ? Vous en étiez où avant l'arrêt des compétitions ? Eh ben nous, donc concernant les seniors, les 2 équipes seniors, on était première chacune de notre poule. Donc l'équipe 1 en R1, donc première avec 7 points d'avance sur Velay FC, et notre équipe réserve était également première avec 6 points d'avance aussi, il me semble. Donc nos 2 équipes étaient dans l'attente pendant le confinement de savoir un petit peu ce qui allait se passer. Et puis à l'annonce de la Fédé, des résultats de la Fédé, donc nos 2 équipes sont promues. Donc notre équipe 1 est promue en National 3 et notre équipe réserve en Régional 3. Donc elle arrive au niveau régional, chose qui était l'objectif numéro 1 du club. Bon, donc au final, c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que le club était préparé pour cette montée ? Est-ce que ça faisait partie des objectifs en début de saison ? On descendait, nous l'équipe 1, on descendait de National 3 déjà, on avait fait l'ascenseur, donc l'objectif numéro 1 c'était ce que je disais tout à l'heure, faire monter cette équipe réserve en ligue, parce qu'il y a un écart trop important entre les 2 équipes, donc on voulait déjà combler cet écart. Et concernant l'équipe 1, c'était de continuer à former nos petits jeunes qui étaient arrivés dans le groupe depuis 2-3 saisons, et surtout retrouver une dynamique de victoire, parce que la saison en National 3 l'année d'avant avait été difficile, on n'avait gagné que 4 matchs si je me souviens bien, donc voilà, c'était retrouver une dynamique positive avec des victoires, retrouver des sourires les samedis après les matchs. Et finalement, ça a très bien marché puisqu'on a perdu qu'une seule fois sur 18 matchs. Donc voilà, on s'était pas mis de pression particulière pour une remontée, quoi. On avait l'objectif, c'était de retrouver cette dynamique, comme je disais tout à l'heure, et puis accrocher le haut de tableau forcément. Fabrice. Ouais, Mika, qu'est-ce qu'il faudra faire cette saison pour justement ne pas redescendre Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors bon, bien évidemment prendre des points le plus tôt possible, mais peut-être, je sais pas, cette saison de National 3, l'aborder différemment par rapport à il y a 2 ans ?
Oui, bah ça c'est évident. Enfin, c'est ce on va essayer de faire en sorte de la préparer autrement. Mais déjà, bon, on a un peu plus de temps pour la préparer avec cette histoire là, de crise sanitaire. Après, il y a 2 ans, on n'avait pas forcément recruté. On avait vraiment recruté local, en faisant des paris sur des joueurs qui venaient d'en dessous. Voilà, cette année, donc en ayant un peu plus de temps, voilà, avec cette expérience aussi, on essaye de récupérer 2 ou 3 joueurs ayant moins joué à ce niveau-là, puisqu'on s'aperçoit que voilà, quand on joue contre des équipes très bien armées, avec des effectifs conséquents là, sur la région lyonnaise, tout ça, on passe pas, parce que même si on forme de très bons jeunes, à un moment donné, l'inexpérience fait que c'est difficile, et donc sur la durée, ça passe pas, quoi. Donc oui, effectivement, l'aspect numéro 1 qu'on a modifié, c'est principalement voilà sur 2-3 recrues ayant un niveau, ayant déjà joué à ce niveau-là, donc qui peuvent nous apporter cette expérience et cette qualité qui est important, quoi. Alors justement, vous en êtes où là au niveau recrutement? Est-ce que c'est en cours? Est-ce que c'est terminé? Et est-ce que vous avez pu reprendre les entraînements ou pas du tout encore? Alors, niveau recrutement, on a validé 4 joueurs. 4 joueurs, donc on a 3 joueurs de champ, un gardien. Normalement, il y a un 5e qui devrait pas tarder à valider sa venue. Donc c'est sur les 5, c'est des joueurs avec une expérience, enfin avec un vécu déjà. Donc c'est ce qu'on voulait. Un vécu de National 3 et au moins de R1, mais voilà, ayant plusieurs années au compteur. Voilà, donc voilà, principalement là-dessus. Sur le 5e joueur, c'est plutôt un pari sur la jeunesse, mais aussi qui a un vécu en niveau national, donc voilà, qui peut nous apporter quelque chose. Ensuite, sur la préparation au niveau entraînement, on a fait le choix de ne pas reprendre avec Alexis. Pour l'instant, on attend la date de reprise officielle des championnats. Normalement, on devrait l'avoir dans la semaine. Et en fonction de ça, on va élaborer un programme et puis voir comment, surtout dans quelles conditions on va pouvoir s'entraîner, parce que pour l'instant, on ne sait toujours pas si on va pouvoir faire des séances collectives au mois de juillet. Donc là, pour l'instant, on est dans l'attente. On attend l'officialisation de la reprise. Et est-ce que les joueurs ont eu un petit programme de maintien physique? Comment ça se passe? Ou vraiment vous les avez laissés tranquilles? Non, oui. Au tout début là, du confinement, on est parti sur sur le premier mois, on était parti sur des programmes individuels parce que nous, on espérait toujours reprendre la direction du terrain. Et du coup, oui, on était parti sur le premier mois de programme. Après, on les a laissés tranquilles puisqu'on avait très bien compris dans quelle direction ça allait. Donc après, on les a laissés. Mais bon, pas bizarrement, c'est plutôt une belle surprise quand on les a vus en entretien la semaine dernière, tous individuellement. Je peux vous dire que tout le monde a affûté et tout le monde est motivé comme des pendules. La plupart ont même perdu du poids, donc c'est étrange même. On est un peu surpris, mais agréablement surpris par rapport à ça. Tout le monde est investi, tout le monde a vraiment joué le jeu entre guillemets. C'est entretenu sans que les coachs donnent des prérogatives particulières, quoi. Fabrice. Ouais, Mika, je sais que tu es un connaisseur du ballon rond, et qu'est-ce que tu penses là de toutes ces polémiques, notamment de Jean-Michel Aulas, et puis même en National 2, j'ai su que le président de Sedan avait commencé à contester la montée de Bastia parce qu'ils avaient que 5 points de retard. Enfin bref, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Ça donne pas une bonne image du football? Il n'y avait pas besoin de ça, je pense. Carrément, ouais, c'est clair que nous amateurs, passionnés de foot, quand on voit ça, c'est sûr. Alors après, c'est les têtes pensantes du foot. Ils ont l'ouverture sur les médias. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent et à un moment donné, il craint plus rien, quoi. Mais c'est désolant parce que nous, à côté de ça, on a nos enfants qui commencent un peu à s'intéresser à ça et forcément, ils écoutent plein de choses et ça parasite leur vision du foot
et déjà que on n'a pas forcément une bonne image hein, à côté des gens qui sont un peu sédentaires. Enfin, c'est malheureux. Après, qu'est-ce que je vous dise, on peut pas empêcher les gens de parler, ça c'est sûr. Même si on n'a pas la même vision qu'eux. Enfin, voilà. Après c'est clair. Hein, moi, à notre niveau, si on nous avait dit qu'à un moment donné, on aurait fait une saison blanche et qu'il fallait recommencer à zéro la saison d'après, même en ayant 7 points d'avance au mois de mars, je l'aurais eu mauvaise. On l'aurait eu mauvaise, ça c'est clair. Après, il faut accepter aussi faut accepter ce qui se passe. On vit dans une période, c'est difficile. Voilà. Après, tous les enjeux économiques aussi font que c'est difficile. Après, voilà. Hein. Moi, j'écoute malheureusement tout ce qui se passe et je le déplore, mais moi, je peux rien faire à mon niveau, donc malheureusement, voilà, on subit tout. Très bien, merci Mickaël. C'est la fin de ce premier quart-temps. On se retrouve toujours sur le Gosse FM tout de suite après la pause. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. Deuxième quart-temps d'Avec ASA Sport, votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM. Nous sommes de retour chaque mardi à 18h. Depuis la semaine dernière, une nouvelle formule pour tenir compte des nouvelles contraintes sanitaires. 2 invités désormais au téléphone, mais vous retrouvez vos rubriques habituelles. Le Wiki Fabrice qu'on a transformé en portrait de sportif et puis notre coup de cœur, coup de gueule qui sera donné tout à l'heure par Virginie qui nous a rejoint. Salut Virginie. Salut tout le monde. Et Fabrice Connor. Salut Fabrice. Salut tout le monde et une grande émotion d'être à côté de l'héroïne. Et puis au téléphone, notre invité, alors même s'il n'aime pas le terme, je vais quand même l'appeler comme ça parce que c'est plus facile pour tout le monde, l'ancien coach et le nouveau manager de l'Académie sportive de Moulins. On parle foot avec Mickaël Margotta. Salut Mickaël. Oui, bonjour à tous. Alors, Tu nous expliquais dans la première partie un peu les objectifs, comment la saison s'était terminée, les objectifs et le recrutement pour la saison prochaine. Mais explique-nous un petit peu ce qu'est ce club de l'Académie de Moulins, c'est combien de licenciés et comment on arrive à vivre à Moulins dans une ville moyenne à côté d'un géant du foot, un petit géant du foot. Vaste sujet, mais très intéressant. Nous, on a 360 licenciés, de la plus petite catégorie ici jusqu'au senior. On a 2 féminines dans les catégories de jeunes qui jouent du coup avec les garçons. Donc notre équipe 1 accède au niveau national 3, notre équipe préserve senior en régional 3. Mais après, voilà, je vais insister beaucoup sur l'aspect formation de notre club. Voilà, nous, on a un modèle basé sur cette formation de jeunes. Juste en 2-3 chiffres. Mon groupe 1 mon groupe 1 de cette année où j'ai à peu près 24 joueurs. 24 joueurs ont participé au championnat régional 1. Dans les 24, il n'y a que 3 joueurs qui ne sont pas formés au club. Donc c'est quelque chose, je pense, d'exceptionnel à ce niveau-là. Et nous, voilà, c'est vraiment cette philosophie, ce modèle-là qu'on veut garder et on s'appuie là-dessus. Et ça part de toutes les catégories de jeunes, de l'école de foot jusqu'à la formation, la préformation. Où on insiste beaucoup sur le fait d'avoir des éducateurs formés, investis et surtout qui se retrouvent dans le club, donc avec une identité forte académie. C'est vraiment notre modèle. Et ce qui peut un petit peu être, je vais pas dire à l'inverse du club d'à côté de Moulins Isor Foot, puisque c'est pareil, c'est un tout jeune club, mais voilà, c'est une structure qui est basée principalement sur l'équipe Fagnon. Donc c'est un petit peu la différence qu'on a entre les deux clubs. Mais voilà, après la cohabitation se fait plutôt pas mal. Après, il y a forcément des choses où on n'est pas trop en accord, mais dans l'ensemble, on arrive à se partager des structures, on arrive à communiquer. Donc c'est pas forcément on va dire la guéguerre comme ça peut être imaginé loin d'ici, quoi. Bon, c'est une concurrence, une saine concurrence et en bonne intelligence, si je comprends bien.
Alors, je vais dire que des fois il y a des petits couacs, mais on essaye dans la mesure du possible. Après, on peut pas. Enfin voilà, à un moment donné, quand on est dans la compétition aussi, voilà, il faut tirer son épingle du jeu. Mais voilà, comme je vous disais tout à l'heure, nous on est basé sur cette formation et voilà, si on a un ou deux jeunes qui peuvent aller percer en National 2 dans le club à côté, c'est avec grand plaisir. Forcément, nous on est là pour ça. C'est un bonheur de voir des jeunes sortir de chez nous et arriver à aller gratter un petit peu le niveau au-dessus. Hein. Donc si c'est à Moulin-Iser, pourquoi pas. Hein. Très bien, merci beaucoup Michael d'avoir répondu à notre invitation. On va souhaiter bonne chance à l'Académie de Moulins pour la saison à venir, même si on ne sait pas encore quand elle va reprendre. Et puis bonne route pour la suite. Merci beaucoup Michael. Merci Olivier, merci Fabrice, merci Eugénie, à bientôt. Voilà, encore merci à Michael. C'est le moment de passer à notre nouvelle chronique. Il y avait le Wiki Fabrice, on a décidé de l'allonger un peu et d'en faire un portrait de sportif. Et aujourd'hui, Papy Fabrice va nous parler d'un autre papy qui revient dans sa discipline. Tu as voulu nous faire le portrait de Mike Tyson. Ouais, Mike Tyson, quel bonheur. La semaine dernière, j'ai parlé de Robert Herbin, j'ai été hyper joyeux et là, franchement, quelle belle émission. Ouais, Mike Tyson, il est né le 30 juin 1966. C'est un boxeur hors norme. Il fait 1m78 et 100 kg de muscles. Il est né dans le quartier de Brooklyn et c'est quelqu'un qui est déjà très puissant. Et il est champion du monde WBA à 20 ans. En 86, il va conquérir la ceinture WBC et IBF en 87. Donc c'est le champion du monde poids lourd incontesté. Il va perdre son titre contre James Buster Douglas, qui n'était pas favori, c'est en 1990. Mais il faut savoir que Mike Tyson, c'est 19 premiers combats professionnels. Il les a gagnés par KO, dont 12 dans la première reprise. Et c'est pour ça que... C'était passionnant à suivre. Ouais. C'est vrai que les places étaient chères par rapport à la seconde, si on avait pas ramené ça au prorata. Mais c'est vrai que c'est un boxeur. Moi, la première fois que je l'ai vu en 86, je me suis dit, purée, mais quelle puissance! Avec son short noir, avec ses baskets en cuir noir. Il est hyper impressionnant. Beaucoup de gens vont le comparer à Mohamed Ali tout de suite. Non. Parce que Mohamed Ali est incomparable à n'importe quel autre sportif. C'est le panthéon, Mohamed Ali. C'est vrai, non mais c'est vrai. Moi, confondu. Ouais, non mais c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime beaucoup Mohamed Ali et c'est vrai que Mohamed Ali, par tout ce qu'il a représenté, non seulement sportivement, mais socialement aussi. Il était contre le Vietnam. Enfin voilà, tout ça quoi. Et particulièrement en ce moment avec ce qui se passe aux États-Unis, ça serait bien que les gens se replongent un petit peu dans l'histoire de Mohamed Ali et voient les combats qu'il a dû mener. Et on se rend compte que ce formidable peuple américain n'a pas toujours évolué dans le bon sens. Ouais, non, mais ça, c'est sûr. Ça, tu as complètement raison. C'est vrai que tout ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, si Mohamed Ali était là encore, je pense que malgré la maladie, il serait encore là pour peser de toute sa personnalité. Et pour en revenir à Mike Tyson, oui, donc après, mais c'est vrai que c'est pas du tout le même style de boxe, parce que Mike Tyson, c'est la puissance. Alors, on peut dire que Mike Tyson avait beaucoup plus de mordants. Exactement. Quelle transition. Parce que je pensais justement à ça. Et juste pour finir sur Mohamed Ali, Mohamed Ali, c'est un poids lourd qui dansait pendant 15 rondes. On n'avait jamais vu ça. Et donc la transition est bien faite. Merci Olivier. Parce que c'est vrai que le premier combat en 96 contre Evander Holyfield, c'est un combat hors norme. Alors, on va pas l'appeler le combat du siècle parce qu'il a déjà eu lieu, mais c'est presque le combat du siècle. Et ce premier combat, Mike Tyson va le perdre à la 11e reprise sur arrêt de l'arbitre. Donc Evander Holyfield est un super boxeur. Un styliste vraiment qui très technique. Et le combat, bien évidemment, dont les gens parlent encore, c'est en 97 pour la revanche. Et Mike Tyson va être disqualifié parce qu'effectivement, il a mordu l'oreille d'Evander Holyfield. Et là, ça a fait le tour de la planète. Et on s'attendait pas à ce geste-là. Et ce qui est marrant maintenant avec le recul, ce geste était inadmissible en 97. Et au long des années, il a été de moins en moins inadmissible. Et puis maintenant, on en parle. C'est pas un geste. Ça a forgé sa légende. Ça a forgé sa légende, voilà. C'est exactement l'expression. Mais Mike Tyson, on peut pas rester insensible. Et là, à 53 ans, il veut reboxer. Incroyable. Quand on voit une vidéo sur les réseaux sociaux, il s'entraîne. Son entraîneur là, lui fait taper droite, gauche, mais il tape, mais comme un sourd, quoi. Il est en pleine paluche. Il a dit, je me suis jamais senti aussi bien qu'à 53 ans. Et moi, ce soir, je voulais annoncer un scoop. Parce que je suis convaincu d'une chose. Roulement de tambour. Roulement de tambour. Tu le fais le roulement de tambour Il ne fait pas trop mal. Ouais, c'est pas mal. Je suis convaincu
qui va boxer contre Anthony Joshua dans un stade, soit à Wembley ou soit aux États-Unis s'ils peuvent. Et là, par contre, ça va être énorme parce que ça sera vraiment, il y a presque 2 générations d'écart. Et si Tyson le fait, même s'il perd, on s'en fout. Mais s'il le fait, s'il tient les 6-7 rounds, on ne sait jamais, avec lui, il peut perdre au point. Et pourquoi pas, il suffit qu'Anthony Joshua baisse sa garde. Et lui, là, qu'il a envoyé un crochet du droit terrible. Alors là, ça serait l'apothéose. Est-ce que c'est un combat qui te ferait envie, Virginie? Je ne sais pas si tu suis la boxe, mais... Alors, non, pas énormément. Et à la fois, ce sport-là, c'est marrant, je l'ai un peu découvert à la SM parce que du coup, voilà, on partage aussi des choses dans les différents sports. Et moi qui suis au tennis et où du coup la boxe est hyper présente à la SM. Et vraiment, ouais, c'est un sport que j'ai vraiment découvert et où j'avais beaucoup d'a priori. Et j'en ai vachement moins maintenant. Et du coup, on a même été faire de la préparation physique en boxe, où on a échangé des choses avec les boxeurs et avec Alice et tout ça. Et c'était hyper intéressant, en fait, d'appréhender ce sport un peu différemment. Je le vois autrement aujourd'hui. Alors, on est bien d'accord que si ce combat contre Joshua devrait avoir lieu, ça ne serait que pour le pognon. On va pas se leurrer. Mais par contre, qu'est-ce que ça fait envie? Ouais, ça juste fait envie l'idée alors, de voir ce genre de combat. Ce qu'il faut reconnaître quand même que ça manque un peu dans la boxe à l'heure actuelle. Il y a eu des combats de légende, on va pas remonter quand même à Ray Sugar Robinson, à Marvin Hagler, à Carpentier, voilà, et compagnie. Ouais. C'est quand même un sport Carlos Monzon, qui a forgé des légendes humaines. C'est sûr. Et ça manque un peu. Ouais, ça manque parce qu'aujourd'hui il y a pas de star, quoi. Enfin, Tyson, c'est un peu la dernière star de la boxe. Hein. Exactement. Et j'ai regardé la date de naissance d'Evander Holyfield parce que je me rappelais plus. Il est né en 62, donc ça va être un peu chaud pour boxer parce qu'il a 57 ans. Mais bon, en tout cas là, ça aurait été vraiment énorme. Mais c'est vrai qu'un combat Tyson-Joshua aujourd'hui, alors déjà il va y avoir des promoteurs, bien évidemment. Le vainqueur aura 100 millions de dollars et le vaincu 75. D'ailleurs, malheureusement, Mike Tyson s'est déclaré en faillite, en sachant quand même qu'il a gagné 300 millions de dollars sur les rings. Ouais. Donc voilà. Mais c'est quand même quelqu'un qui a arrêté sa carrière en juin 2005 à 39 ans. Et il avait reboxé en 2002 à 35 ans. Il perd son titre, je crois. Enfin, il perd contre Lennox Lewis, me semble-t-il de mémoire. Mais voilà quoi. Donc c'est Mike Tyson, c'est juste le nom. Et je suis sûr que les télés européennes, les télés mondiales vont se jeter sur lui. Enfin, ça va être un truc de dingue, quoi. Ça va être un truc de dingue. Eh ben, on va suivre ça avec attention et intérêt. Merci Fabrice pour ce portrait de Mike Tyson. C'est la fin du deuxième quart-temps d'Avec SA Sport. On se retrouve tout de suite après la pause sur Logos FM. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Troisième quart-temps d'Avec ASA Sport sur Logos FM, votre rendez-vous sportif hebdomadaire, l'émission qui vous parle de sport au pluriel, chaque mardi 18h, 19h. On est de retour depuis la semaine dernière et toujours pour m'accompagner Virginie Van der Merch, Fabrice Connor et depuis la semaine dernière, 2 invités au téléphone et après l'Académie de Moulins, on parlait foot en première partie, on va parler rugby et on va parler rugby féminin avec le rugby Clermont-la-Plaine en compagnie de Stéphanie Rodier. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir à tous. Alors Stéphanie, ma première question va être simple. Je pense que tu n'auras aucune difficulté à y répondre. Je vais te demander de te présenter. Alors, Stéphanie Rodier, vice-présidente du Clermont-la-Plaine. Et j'ai arrêté au mois de juin l'an dernier parce que ça faisait 24 ans que je jouais. Donc c'était temps. Oui, une belle carrière. Voilà. Et du coup, je suis vice-présidente depuis déjà quelques années. Je m'occupe des filles en particulier. Alors, raconte-nous un petit peu quel était ton poste jusqu'à l'année dernière, à quel poste tu jouais et donne-nous quelques détails sur tes carrières sportives. Alors, j'ai attaqué à l'AS Romagna, bien sûr, pendant une dizaine d'années, et puis voilà à la Plaine. Et j'ai joué plusieurs postes à la Plaine et j'ai fini en 8. Et j'étais capitaine depuis le début qu'on a attaqué, quoi. Voilà. Alors, tu peux nous présenter, comme tu es la vice-présidente, présente-nous un petit peu le club maintenant, ce club de la Plaine qui évolue cette année. En quelle division vous évoluez ? Alors, en Fédéral 1 féminine
Et du coup, Tu peux repréciser pour les gens qui sont pas trop au fait du rugby, quel niveau ça représente? troisième division nationale. D'accord. Voilà. Et alors, les filles, on est 3 équipes, donc une fédérale 1, une équipe à 10 et une équipe moins de 18 à 10. Voilà. Ça représente combien De licenciés et ES. Je dirais cette année 70 environ. D'accord. Donc, c'est déjà pas mal. Oui, un beau club. Pour donner un ordre d'idée avec le gros club d'à côté, tu as une idée du nombre de licenciés à l'ASM Romagna? Sincèrement, je ne sais pas. D'accord. Je peux pas vous dire. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de ce club de la Plaine? Ouais, je dirais que c'est familial. C'est un quartier de Clermont. Voilà, on aime le rugby. Il y a plusieurs équipes. Il y a des vieux, il y a des jeunes. Il y a un rugby à 5. Il y a de tout, quoi. On est quand même dans une ville où on aime bien le sport de quartier parce que on a le cas de l'Alpha Saint-Jacques. Est-ce que vous êtes un peu sur la même idée, le même esprit? Ouais, je dirais que c'est un peu ça, ouais. Ouais. C'est Clermont Nord, quoi. C'est un club de quartier. C'est familial. J'ai aimé ce club par rapport à ça parce que je me dis que les valeurs du rugby sont là. Et les fameuses. Voilà, les fameuses valeurs du rugby. Fabrice, une question. Oui, Stéphanie, donc cette montée en Élite 2, moi je trouve qu'elle est méritée. Et qu'est-ce qu'il va falloir changer cette année pour se maintenir, tout simplement? Il va falloir changer, il faut recruter un petit peu quand même, quoi qu'il en soit, parce que notre groupe reste identique, mais bon, le niveau va être supérieur, c'est clair. Et il va falloir un peu récupérer des filles ou en trouver. Dax monte, hein, je crois aussi. Hein. Dax monte, oui, Ouais. et Dijon qui était en Fédéral 1 aussi. Donc D'accord. bon, voilà, on est 3 petits poussés qui montons, quoi. Mais moi je pense que Dijon est bien structuré. C'est une équipe, c'est un club seulement féminin. Ah, d'accord. Donc bon, Qui a des moyens, des gros moyens. voilà. C'est ce que j'allais dire. Et voilà, il faut récupérer quelques filles, quoi. Après, toute fille, après on attend les étudiantes, parce que nous, on travaille beaucoup avec les étudiantes. Mhm. Et bon, il faut attendre août-septembre, quoi, pour qu'elles rentrent. Ok. Alors Voilà. Justement, avant l'arrêt des compétitions, vous en étiez où, vous, dans votre championnat? Est-ce que justement vous étiez en situation de monter ou pas? Alors écoute, on était 3e à 2 points du 2e. Et on avait un match en retard. Donc, matériellement, il était fort probable qu'on arrive au moins aux phases finales. Enfin, c'était dans nos têtes, quoi. Ça faisait déjà 4-5 ans qu'on faisait les phases finales et qu'à un moment donné, oui, on rêve d'aller au-dessus, quoi. Et on a été joué à Bayonne. Bayonne, on a fait un match exemplaire, je dirais, jusqu'au bout. On a gagné là-bas, ça nous a mis une bonne position pour être 3e. Après, on gagne Brive et puis après, on s'arrête. Mais on avait un match en retard, donc voilà. Et puis, vu ce qu'on avait fait avant, par rapport à la péréquation, voilà, on est monté. Alors, donc le club était plutôt bien engagé pour cette montée, donc c'est plutôt une bonne surprise, une bonne nouvelle. Est-ce que vous étiez préparé justement à cette montée, ou est-ce que le fait d'avoir coupé, ça va vous donner un petit peu plus de temps pour préparer cette intersaison? Ah écoute, je vais te dire qu'on n'était pas spécialement prête pour la montée, parce que du coup, moi, quand mon président m'a appelé, j'ai pleuré. Je me suis dit, c'est pas possible. Et donc, du coup, on n'était pas vraiment prête. Et écoute, on a travaillé pendant 2 mois, là, pendant ce confinement, à voir ce qu'on pouvait faire, quoi. On a travaillé pas mal avec les coachs et les dirigeants. Et on va voir. C'est une découverte. En tout cas pour elle, parce que moi, l'Élite 2, j'avais joué déjà en Élite 2. Mais pour elle et pour les coachs, c'est une découverte. Donc, on va découvrir tous ensemble. Alors Virginie, une question. Oui, moi j'ai une question, Stéphanie. Tu disais c'est souvent des jeunes étudiantes. On attend un peu août-septembre pour vraiment faire l'équipe. On a 2 équipes, donc des fois il arrive des jeunes qui ont ça dans le sang et elles ont jamais joué, mais elles ont ça, donc voilà, pourquoi pas.
Tu peux les mettre déjà en élite 2 et voilà. Après, ça dépend des gens, ça dépend de plein de choses. Et puis voilà quoi. Mais on a 2 équipes, donc on accueille tout le monde. C'est ça que je voulais dire. D'accord, très bien. Et ma question était, et du coup, est-ce qu'il y a eu un suivi pendant le confinement ou pas des filles, ouais. Oui, Est-ce que... oui, il y a eu un suivi, ouais. Oui, elles ont eu un petit programme par les entraîneurs et tout ça, et elles ont été courir, quoi. D'accord. Faut pas les laisser toutes seules. Ouais. Et donc, du coup, là, tu les sens comment pour l'année prochaine, du coup, par rapport aussi à cette montée Sincèrement, je pense qu'il y en a 2-3 qui auraient peut-être arrêté si on était resté en Fédéral 1 parce que du coup c'est lassant quand t'es 4, c'est ta 5e année en Fédéral 1 et que tu vois que ça bouge pas, t'atteins toujours les phases finales et que tu bouges pas. Et là le fait de monter, on réempile quoi. Et on se dit ça y est, c'est une consécration et on y va quoi. Alors, on recevait la semaine dernière au téléphone, on avait Romain Briat, le capitaine du SU Agen en top 14, qui nous expliquait toute la complexité de la reprise des entraînements, tout le protocole qui allait être mis en place pour les pros. Comment ça va se passer pour vous? Est-ce que vous avez déjà des infos là-dessus? C'est compliqué, j'ai eu une réunion avec mon président la semaine dernière, c'est assez complexe, donc on voulait encore attendre le 22 juin pour voir ce qu'il disait, parce qu'en fait il nous faut un Covid manager. Et alors peut-être dans les grands clubs c'est plus facile, mais dans un petit club, quelqu'un qui va tous les jours voir combien il y a de personnes, c'est assez complexe pour nous. Donc on voulait voir le 22 juin ce qui se passait, et après on mettra en place quelque chose quoi. Mais on voulait que ce soit clair et net, mais c'est super complexe, sincèrement. Est-ce que la fédération vous a déjà donné une date de reprise de championnat ou c'est encore trop tôt? Pour l'instant, ils nous ont donné une date, mais je suppose qu'ils vont pas... Il y a un petit astérix, quoi. D'accord. Et cette date, elle est fixée à quand? Ça serait le 12 septembre. 12 septembre. Donc ça laisse encore un petit peu de temps, effectivement, pour que la situation évolue. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais je suis quand même sceptique de la chose. Oui. Vu la durée le temps de préparation qu'il va falloir, effectivement, ça risque d'être un petit peu tôt. Fabrice. Ouais, Stéphanie, moi je voulais aussi te poser une question importante. Est-ce que tu penses que la Plaine peut aller plus loin qu'Élite 2 sur les 3, 4, 5 ans qui viennent? Est-ce que le club est assez structuré? Il y a quand même pas mal de licenciés. Est-ce que tu penses que c'est possible d'aller voir un peu plus haut? Écoute, pour l'instant, on va rester à notre Élite 2, déjà s'y maintenir. Et puis pourquoi pas jouer un milieu de tableau, pourquoi pas. Okay. Et après, on verra. Okay. Je vais mettre un point d'interrogation. Okay. Je ne peux pas trop répondre à ça. Le club nous a toujours soutenus, donc où qu'on aille, il nous suivra. Ça, c'est sûr, j'en suis sûre. Et après, on va déjà voir ce qui se passe en Élite 2. Très bien, merci beaucoup Stéphanie. On va te retrouver tout de suite après la pause pour le dernier quart-temps d'avec ASA Sport. On se retrouve tout de suite sur Logos FM. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Quatrième et dernier quart-temps d'avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel sur Logos FM chaque mardi à partir de 18h, toujours en ma compagnie Virginie Van der Merch, Fabrice Connor et au téléphone la vice-présidente du rugby Clermont-La Plaine, Stéphanie Rodier. Rebonsoir Stéphanie. Rebonsoir. Alors je vais redonner la parole à Fabrice qui voulait compléter sa question d'avant la pause. Oui, donc qu'est-ce que tu penses, toi, du niveau du rugby féminin en France et en Europe? Et puis, est-ce que le niveau de l'équipe de France féminine te convient actuellement? Enfin, qu'est-ce que tu penses de tout ça? L'équipe de France a un niveau carrément pas mal. On voit des très belles choses maintenant. Il n'y a pas un petit complexe anglais quand même? Si. Non, c'est Fabrice qui a un complexe anglais. Je sais pas, je pense que sur certains matchs, elles peuvent passer, quoi. Elles peuvent passer, il n'y a pas photo. C'est vrai. Après, voilà, je sais pas ce qui se passe, mais c'est vrai que les Anglaises sont fortes, hein. Il n'y a pas... C'est sûr. Mais je pense que
on a des individualités qui sont... Il y a des super filles dans cette équipe de France et je pense qu'un jour on va le faire, quoi. On va le faire. Et nous on est derrière elles, hein, mais il n'y a pas photo, il y a du bon jeu, on voit du bon jeu et je pense qu'elles vont y aller, quoi. Un jour ça va le faire. Est-ce que pour un club comme ça de quartier, sur une ville comme Clermont-Ferrand, le recrutement c'est facile pour évoluer dans la division supérieure? Sincèrement, non. C'est pas trop facile, non. Déjà, je suppose qu'à la base, il n'y a pas un nombre de licenciés énorme en France. Donc après, vous comptez justement sans doute sur les étudiantes pour finaliser un peu les équipes? Oui, les étudiantes. Après, il y en a beaucoup, c'est vrai, qui viennent d'autres régions, qui nous appellent. Après, voilà, il y a des filles qui veulent jouer à 15, qui jouent à 10 et qui veulent jouer à 15. Voilà, il y a pas mal... Les filles se connaissent entre elles aussi, donc... tu vois, elles s'appellent, ah ben j'ai joué là. Après, voilà, mais après c'est complexe, hein. Je peux pas vous dire le contraire. Là, il y a encore la barrière des parents qui disent, ah ben non, tu vas pas faire un sport d'homme. Ah oui, ça existe encore, ça. Alors ça c'est... ça existait avant et ça existe encore. Voilà. Il y a encore un peu de travail. Oui. Très bien, merci beaucoup Stéphanie, on souhaite bonne chance au rugby Clermont-la-Plaine, on va suivre vos résultats régulièrement comme on l'a fait tout au long de l'année, dès qu'on pouvait communiquer vos matchs ou vos résultats, on s'est fait un plaisir de le faire, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et à très bientôt. Merci beaucoup à vous tous. Encore merci à Stéphanie pour sa disponibilité. On va terminer cette émission avec notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule. C'est Virginie qui s'y colle. Et surprise, Fabrice, elle a un coup de cœur aujourd'hui. C'est étonnant. Hein. Ah bah alors là, je suis sur les fesses. Ah, tu vois ? Et Virginie, tu avais un coup de cœur pour ces sportifs qui ont su s'entretenir pendant cette longue période d'arrêt. Tout à fait, et qui du coup, ont su rester compétiteurs, parce que c'est surtout ça aussi, pour moi. Alors quand même, c'est un petit peu leur métier, c'est normal, non, qu'ils se soient entretenus et qu'ils soient restés compétiteurs? Ouais, à part que quand je pense, il y en a plein qui d'ailleurs ont pu s'exprimer sur les différents réseaux, et où ils disent tous la même chose, et ils ont traversé vraiment la traversée du désert, hein, et le vide sidéral, parce que quand du jour au lendemain... T'es là avec des objectifs que, en plus, beaucoup de sportifs de haut niveau, il y avait les JO dans pas longtemps et que il y a plus de JO. Et là, je pense que il y a une énorme difficulté de pouvoir se dire que faut quand même continuer à s'entretenir. C'est Jean-Michel Aulas qui va pas être... Ah non, ça n'a rien à voir avec... pardon. Non, c'est les JO, vas-y, continue. Non. Mais lui, il s'est pas arrêté. Lui. Non, mais il s'est pas arrêté, non. C'est très difficile. Les oiseaux, parfois, s'arrêtent de voler, pas Jean-Michel Aulas. C'est très difficile pour, à mon sens, un sportif de haut niveau où c'est en effet son métier de plus être capable de pouvoir se projeter sur savoir si par rapport à sa prépa et il n'y a plus aucune échéance de date à un moment donné, en fait le temps s'arrête, de se dire j'y vais quand même, je m'entraîne, je me donne à fond. Je m'entretiens après parce que je pense qu'il y a eu différentes étapes pour le coup dans le confinement. Il y a eu une première étape où en effet on ne savait pas trop combien de temps ça allait durer. Donc il y a eu cette première étape de 3 semaines, 1 mois on va dire, où beaucoup de sportifs de haut niveau ont continué vraiment des entraînements assez intenses au niveau physique. Et toi, excuse-moi, je te coupe, toi qui connais bien parce que je sais que tu t'occupes des perchistes. Et est-ce qu'ils ont des contacts avec le ministère des Sports, par exemple, ou est-ce qu'ils ont des contacts avec la Fédération française d'athlétisme, pour parler de la perche, hein? Est-ce qu'ils ont des contacts, des dates? Est-ce qu'il y a des programmes physiques de reconsidérer? Enfin, comment ça se passe en fait? C'est plutôt en fait les coachs d'ailleurs qui disent. C'est chaque entraîneur. Chaque entraîneur qui a ça. Donc Philippe Dancos, au fur et à mesure, tenait au courant la team pour dire on a cette info-là, mais en fait... Parce que personne n'a jamais vécu ça, hein. Même sûr. Philippe qui a une grosse expérience, mais 2 mois d'arrêt comme ça bien obligatoire. Sûr. Et à un moment donné, il a été vraiment sur dire... ils ont beaucoup fait au début en fait. Ils sont beaucoup entraînés physiquement au début. Il y en avait certains qui avaient réussi
à trouver un sautoir. Donc voilà, Renaud qui en a un chez lui, mais il y avait aussi Jules qui avait ça. Donc il continuait un peu à s'entraîner, même à sauter. Et s'entraîner vraiment physiquement. Et puis au bout d'un mois et quelques, en fait, ils sont juste passés sur un entretien. En fait, Philippe a demandé à ce que ce soit juste un entretien. Et il y a beaucoup de sportifs en fait qui ont fait ça parce que en fait c'était à la longue que c'était dur. Sur 3 semaines, 1 mois, on peut tenir, mais c'est pendant 2 mois et demi vraiment être là. Et avoir envie de se faire mal, parce qu'en fait c'est ça quand même, une prépa physique, c'est avoir envie de se faire mal en sachant qu'il n'y a rien au bout. C'est ça qui est très compliqué, et il y en a certains qui l'ont vraiment pas très très bien vécu, et on peut assimiler ça clairement comme un bore-out en fait, où vraiment en fait on parle du bore-out. Le bore-out, c'est vraiment quand l'ennui arrive, l'ennui total, et il n'y a plus rien à faire. Et je veux dire, ils ont Vaut été mieux faire un burn-out en fait. Ouais, on s'ennuie moins, je pense. Tu m'en fais une belle de burn, toi, je te dis. Disons que burn-out. Le bore-out amène à un vrai en français, état. c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Amène un vrai état dépressif. Et c'est ça qui est difficile à vraiment après reprendre de la motivation derrière. De nouveau avoir de l'envie derrière. Aujourd'hui, et demain, à mon sens, je pense qu'il y aura beaucoup de sportifs de haut niveau qui auront du mal à reprendre, parce que l'être humain, il est fondamentalement bâti pour un but. Il y a un but qui est là, et les sportifs de haut niveau, ils sont tous bâtis par rapport à ça. Et en effet, ils n'ont jamais vécu ça, et de se dire d'un seul coup, c'est l'arrêt total. Il faut que la tête aille avec aussi, parce que... Et on a vu quand même des sportifs plutôt raisonnables, parce que ce soit nos invités la semaine dernière pour le hand, nos rugbyman, le foot tout à l'heure avec Michael, ils nous ont tous dit qu'ils avaient retrouvé des athlètes en forme. Il n'y a personne qui s'est laissé aller, donc il y a quand même quelque chose au fond d'eux qui a fait qu'ils avaient besoin de s'entretenir, besoin de se dépenser. Ça on ne peut pas y échapper, arrêt ou pas, il faut quand même continuer. C'est des compétiteurs. Après, ça c'est sûr. Je pense que oui. Après, il y en a certains qui sont vraiment aussi, et beaucoup du coup, de compétiteurs qui ont ce besoin d'adrénaline. Le besoin d'adrénaline, on ne le trouve pas dans l'entraînement, on le trouve principalement dans la compète. Et le fait qu'il n'y ait plus ces compètes et qu'il n'y ait plus cette dose d'adrénaline peut avoir des conséquences des fois où ils ne le sentent peut-être pas tout de suite encore, mais il peut y avoir ça. Et d'où l'importance d'être hyper bien après encadré, suivi, à mon sens, pour que du coup... tout ça, ça puisse aller dans le bon sens, et que vraiment, de nouveau, ils aient envie d'y retourner. Et ce qu'il va falloir veiller maintenant, c'est le risque de blessure après un long arrêt, l'envie forcément d'y retourner à fond. Et pas aller trop vite. Il va falloir aller tranquillement sur les prépas physiques qui vont être mises en place. Et ça serait bien que des sports qui veulent reprendre vite prennent soin de leurs athlètes. Je ne citerai pas le foot. Ah si, je l'ai fait. Oui, tout à fait. Alors par contre, on a vu aussi beaucoup de sportifs de haut niveau se mettre à d'autres sports. Et ça, c'est vachement intéressant aussi, parce que ça permet de s'ouvrir à autre chose. À mon avis, ça a été une belle opportunité du confinement. Et ils se sont mis à d'autres choses, et ils se sont mis à la découverte autrement de leur corps. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis à faire des séances de yoga, des séances de stretching, des séances de pilates, et même de travailler... J'aime pas ce nom. Au niveau... Rien à voir, pas de la famille à Ponce. Non, rien à voir. On avait dit c'était moi les vannes foireuses. Et ça, à mon sens, c'est une belle opportunité du confinement aussi, d'avoir ouvert sur d'autres sports, et pas forcément d'être centré que sur le sien. Est-ce que j'ai une question, mais très sérieuse. Elle est rapide. Ouais. Est-ce que par exemple l'ego, pour un champion de haut niveau, est-ce que l'ego en prend pas un coup là ? Bien sûr. D'être sur le côté comme ça pendant 2 mois. C'est évident. Alors c'était ça que je voulais dire aussi à la fin, c'est que vraiment pour ces sportifs de haut niveau qui sont tout le temps dans la lumière, qui sont tout le temps visibles, là pour le coup c'était plus du tout ça. Et du coup des vrais passages aussi avec des gens qui se sont sentis forcément plus vulnérables. Et ça aussi, je pense qu'on ne voit pas encore les dommages collatéraux de tout ça pour ces sportifs de haut niveau. Et ça va être important qu'eux, en tout cas, ils puissent bien verbaliser tout ça, et qu'ils soient bien encadrés et par leur coach et dans les différents clubs.
Très bien, merci beaucoup Virginie, merci Fabrice, c'est la fin de ce Avec ASA Sport sur le Gosse FM. On se retrouve mardi prochain. Je voulais conclure en faisant une petite annonce d'une annulation parce qu'on est au retour à la normale, mais tout n'est pas revenu normal. C'est l'annulation du trail de la Reine Margot qui devait se tenir à la Tour d'Auvergne le 8 août. C'était la 2e édition qui devait avoir lieu. Eh bien, cette édition est malheureusement annulée. On souhaite bon courage aux bénévoles, aux organisateurs, et on leur souhaite bonne chance pour l'année prochaine. Va falloir que tu te prépares, Fabrice, pour l'année prochaine. Allez, nous on se retrouve mardi prochain sur le Gosse FM à 18h. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine sportive.